bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Frédéric Sintra et je suis l'animatrice des Midi Entrepreneurs depuis maintenant 2 ans et demi, puisqu'on a commencé, c'est ça, en 2018. Moi par ailleurs j'étais salariée pendant 27 ans, j'ai créé mon activité il y a de cela maintenant 6-7 ans. Et je fais du conseil auprès des entreprises et des individus. Et avec Axiel, je fédère des gens autour du networking avec à la fois un outil et des services. Et c'est à ce titre que les Midi Entrepreneurs sont organisés avec BPI France. Et je vais laisser la parole à Clément de BPI France qui va vous expliquer le concept des Midi Entrepreneurs. Bonjour, merci Frédéric. Je me présente, Clément Damas, je suis responsable de projet au sein de la direction RSE Développement Durable de BPI France. Je vais vraiment faire une introduction courte pour vous laisser la place et laisser la place aux échanges. Juste un petit mot sur l'engagement de BPI France sur l'entrepreneuriat féminin. Avant tout, il faut savoir que l'entrepreneuriat féminin, c'est un des 4 piliers de notre charte de responsabilité sociétale. Pour info, les autres piliers, c'est la TE, la transition écologique et énergétique, l'emploi, notamment celui des jeunes, et la gouvernance comme levier de performance. Alors concrètement, comment ça se traduit? Déjà par des engagements que nous prenons. On est par exemple signataire de la charte SISTA qui pousse à plus de diversité, de mixité dans le secteur du numérique. Et on est aussi signataire de la charte France Invest qui pousse justement à la mixité dans le capital investissement. C'est-à-dire dans nos fonds partenaires, mais aussi dans les entreprises auxquelles les fonds partenaires souscrivent. Autre mode d'action, c'est bien sûr la co-organisation des Midi Entrepreneurs avec Frédéric. Et c'est vraiment un événement spécial et unique qu'on adore. C'est vraiment ça donne l'opportunité à une entrepreneur d'échanger, de partager son expérience, son succès, ses défis et de manière franche. N'hésitez pas. Non, et pas. En ayant discuté un petit peu avec Magali avant, je pense qu'il n'y aura pas de langue de bois, donc c'est très bien. Autre chose aussi, on publie pas mal d'études et je vous invite à aller sur le site du Lab pour notamment récupérer les études sur la première, c'est 10 ans de création d'entreprises innovantes au féminin. La deuxième étude vers laquelle je vous redirige, c'est la solitude du dirigeant qui aborde ce sujet aussi. Et enfin, la troisième étude, c'est une aventure humaine, les PME, ETI et la RSE. Donc voilà, encore merci Frédéric, merci Magali d'être là. Je remercie mes collègues Stéphanie et Antonella d'être là et puis surtout bon échange. Merci. Alors avant qu'on ne commence, comme je vous l'ai expliqué, vous allez pouvoir écouter Magali et vous êtes venu pour ça, échanger avec elle et elle va vous donner ses bonnes pratiques. Mais avant, puisque c'est aussi un temps d'échange, un temps de networking, et dans les Midi Entrepreneurs, on a eu un certain nombre d'échanges entre les participants, des partenariats, du business. Donc l'idée, c'est que en 30 secondes, chacun et chacune, vous vous présentiez et vous expliquiez ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire si vous êtes porteur ou porteuse de projet. Je commence. Allez. Bonjour, je suis Sidonie Jadot. Donc moi, je sors du monde de l'entreprise récemment, cet été, où j'ai fait une carrière en marketing, dernièrement en retail, en direction marketing. Et aujourd'hui, j'ai un projet. Je suis au début en fait de mon projet pour entreprendre pour le développement en entreprise et dans le monde économique des femmes et pour créer plus de mixité en s'appuyant sur du digital pour rendre plus large des connaissances sur la mixité. Merci. Une habituée, Rita. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Rita Legman. Donc, je suis business développeuse. Je permets à mes clients de développer leur portefeuille
rapidement et efficacement. Donc, je vais vous donner un exemple. J'ai rencontré ici au dernier Midi Entrepreneur une start-up qui s'appelle MyJugad et j'ai fait une campagne de marketing digital pour eux. Donc, leur question, c'était que est-ce que je dois faire Facebook Ad ou LinkedIn Ad? Et donc, je leur ai calculé le ROI des différentes campagnes. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de développer votre projet avec le digital, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne-Laure Poitvin. Donc moi, ça fait maintenant quasiment 5 ans que je suis à mon compte et que j'aide les entreprises. Donc c'est du B2B sur tout ce qui est le domaine du voyage d'affaires. Donc que ce soit le déploiement de solutions ou réflexion autour du voyage d'affaires. Dernièrement, il y a eu beaucoup de demandes sur le sujet. Mais par ailleurs, là en parallèle, je suis en train de me faire former pour devenir coach en parentalité. Et donc voilà, la réflexion est de qu'est-ce que je vais faire de cette certification et comment je vais créer une activité autour justement de la parentalité comme deuxième ligne de diversification pour moi, pour quelque chose que ça m'apporte au quotidien. Donc à la fois entrepreneur et porteuse de projets sur les autres activités. Très. Magali, oui, bien. Donc, bonjour, Magali Noé. Donc moi je sors aussi d'une aventure entreprise et mon projet, il est assez personnel, c'est réorganiser ma vie professionnelle pour être heureuse. Bonjour, je m'appelle Audrey Dame et je suis étudiante et alternante au sein de l'entreprise L'Idée Facilite la Vie au poste de chef de projet marketing. Et donc je m'occupe principalement des réseaux sociaux et des relations publiques. D'ailleurs, si vous voulez, vous avez envie de tweeter, n'hésitez pas, donc avec le hashtag MEBPI France, et vous avez les comptes de Magali et les miens sur le PPI. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Isha, je suis coach en prise de parole en public. J'accompagne les entrepreneurs à être beaucoup plus à l'aise par rapport au pitch, au storytelling et à pouvoir vendre leurs prestations avec beaucoup plus de facilité et d'alignement. Merci. Alors, bonjour, donc Antonella Cagliaferri. Donc moi je travaille au sein de l'équipe développement durable et RSE de BPI France avec Clément et Stéphanie Armand. Voilà. La grande organisatrice au niveau logistique des Midi Entrepreneurs. Bonjour à toutes, bonjour Clément. Donc moi je soutiens la création d'entreprises féminines. Ça tombe bien. Dire autre chose aurait été un peu compliqué quand même. Oui, c'était trop provocateur. Alors moi je suis François Carle et je suis fondateur d'une plateforme du marketplace qui vise à mettre en lien des experts des domaines de la RSE, de la QVT, des RPS, du management et d'autres domaines connexes avec les entreprises et donneurs d'ordre qui en ont besoin. C'est tout récent. Bon, il y a Stéphanie qui se présente, qui vient d'arriver. Alors, on va commencer parce que s'il y en a une qui ne s'est pas présentée, c'est Magali, même si vous avez pu parler. Alors bon, avant qu'elle ne se présente, c'est pas qu'il va prendre la parole, parce que voilà, dans les Midi Entrepreneurs, je raconte toujours l'histoire et comment on s'est rencontrés, parce que c'est aussi, ça montre aussi qu'il y a du networking, du réseau, des connaissances, qu'elles soient via le digital ou en physique. Et nous, on a eu l'occasion de travailler ensemble, d'avoir dans les années 2000 et quelques, des relations clients-fournisseurs, on va dire, et puis ensuite de travailler dans un même groupe, et on se retrouve en tant qu'entrepreneur. Donc je suis ravie de t'accueillir dans les Midi Entrepreneurs, Magali. Et effectivement, Clément a raison, quand on parle du sans filtre, on te connaît pour ton franc-parler, pour tes prises de parole, y compris sur LinkedIn, quand tu évoques cette vie d'entrepreneur, où c'est pas toujours ce qu'on peut voir sur papier glacé, avec qui cuit les petits oiseaux, tout va bien dans le meilleur des mondes, et c'est intéressant de partager ton expérience et de la partager ici, devant ce parterre de porteurs et porteuses de projets et d'entrepreneurs. Alors, on commence toujours par le parcours. Donc toi, parcours, on va dire parcours classique, école de commerce,
Début dans l'assurance, ça c'est peut-être moins classique. Ouais. Alors, je t'écoute. Ouais. Il n'y a jamais de vocation. Enfin, j'ai jamais vu personne qui faisait de l'assurance par vocation. C'est une espèce de concours de circonstances quand on cherche un travail. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé parce que ma spécialité c'était les assurances de personnes et donc je considère que c'est un métier où on est vraiment très orienté sur l'évolution de la société en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle des risques qui portent sur les personnes, forcément on est emmené à travailler sur les risques de la société. Et donc j'ai fait un parcours dans l'assurance, j'ai eu des fonctions de dirigeante, donc mon dernier poste j'étais au COMEX d'une compagnie d'assurance, celui d'avant j'étais au COMEX d'un courtier en assurance. Et en parallèle de ça, depuis une quinzaine d'années, je me forme dans le domaine des relations humaines au sens large. Donc j'ai fait un doc de psycho, je suis certifiée en hypnose, en approche systémique, en psychologie positive. J'en oublie à chaque fois, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai vraiment creusé qu'est-ce qui fait que des relations fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Parce que je considère que dans une entreprise, quelle que soit sa taille, c'est essentiel. Voilà. Donc voilà, donc tout ça et toutes ces formations, tu les avais faites dans ta carrière professionnelle lorsque tu étais dirigeante. Alors voilà, tu es dirigeante, tout marche bien, on te connaît, tu es une des figures de l'assurance. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à un moment donné, les choses changent? Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que les femmes dirigeantes n'arrivent pas à des fonctions d'exécutif parce que globalement, il y a un profil qui se ressemble un peu. C'est souvent des grosses bosseuses qui ont des fortes personnalités et qui ont poussé et qui sont arrivées à des jobs de dirigeantes. Et en tout cas, sur le secteur que je connais bien, qui est celui de l'assurance, on trouve quand même beaucoup ces profils-là. Et donc, en ce qui me concerne, à un moment donné, le côté grosse bosseuse, forte personnalité, a complètement achoppé avec une vision de l'entreprise qui, de mon point de vue, était trop politique. J'ai rien contre la politique, enfin, faut pas être non plus, faut pas être naïve. Sauf qu'à un moment donné, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire avancer les choses. De toute façon, c'est ça que je trouve intéressant, de faire avancer les choses, avancer les projets, faire progresser les gens. Et quand ce qu'on me demande de faire, je trouvais plutôt adverse à cet objectif-là, je me rends compte que je suis pas bien. Et donc, je vois bien ce que veut dire Magali, c'est-à-dire qu'après, on y va le matin avec... donc, on a le job, le statut, l'assistante, le bureau, la voiture, et on y va avec des boulets aux pieds, en se disant, waouh, la journée va être longue. Et comme on n'a qu'une vie, et que je l'ai appris, clairement à mes dépens, ben, je me suis dit, pourquoi il n'y a que les jeunes qui pourraient créer des boîtes, en fait? Pourquoi ça serait réservé aux jeunes? Et puis, je me suis dit aussi, la sécurité de l'emploi, qu'on est censé avoir dans le salariat, est quelque chose qui n'existe pas du tout pour des fonctions de dirigeants. Et alors j'aurais même tendance à dire encore moins pour des fonctions de dirigeantes. C'est-à-dire que quand ça doit sortir, ça sort vite. Et donc finalement on se dit, si j'ai pas la sécurité de l'emploi, pourquoi j'accepterai les inconvénients alors qu'il n'y a plus l'avantage? Et donc à un moment donné, j'ai quitté mon job, j'ai regardé ce qu'on me proposait et c'était toujours la même chose. Oui, là c'est important parce qu'effectivement... quand on a préparé, tu me disais que tu n'avais pas forcément l'intention à ce moment-là de devenir entrepreneur. T'as raison. Tu te disais, l'entreprise là ne correspond plus à ce que j'aspire. Donc tu me disais que tu avais des propositions d'autres postes. Oui. On te proposait des tas de choses et tu me disais, mais finalement, je me rendais compte qu'au final, on me prenait pour qui j'étais, mais pas pour faire ce que je pouvais faire en une personnalité. En fait, ce que je disais tout à l'heure là. J'étais sur le point de signer un contrat de travail pour un très beau poste. Vraiment, on me l'avait fait sur mesure. Et juste avant, j'étais là pour le signer et la personne qui me recrutait m'a dit, il y a juste une chose qu'on me demande. Je suis OK. Quoi? On me demande d'être moins efficace. Et là, j'ai dit, alors, globalement, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est fuck. Mais vraiment, ça a été très spontané de dire non, mais là, non. Et j'ai dit, en fait, j'ai posé le stylo. J'ai dit, en fait, non. Et donc, ça n'a pas été un moment facile parce qu'on se dit, ok, d'accord, donc je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire, je sais que je suis quelqu'un d'efficace, je sais que je suis quelqu'un qui délivre pour prendre... et en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on attend. C'est comme si, c'est pas vraiment ce qu'on attendait d'une dirigeante dans le secteur dans lequel j'étais. Donc, on se dit, on a un problème quand même, clairement. Et donc, effectivement, tu as raison, j'ai fait raccourci. C'est là où je me suis dit, c'est quoi le plan B? Donc, c'est pas comme si j'avais l'entrepreneuriat chevillé au corps depuis l'enfance, tout ça, pas du tout. Je me suis dit, c'est quoi le plan B? Et c'est là où je me suis dit,
finalement, alors vous savez, on est dans ce temps un peu flottant où on vient de quitter son job, on a un peu du temps, donc on fait plein de webinaires. Alors c'était avant les webinaires, on fait plein de networking, on rencontre plein de gens, on est en plein explosion de la Startup Nation. Et c'est là où je me suis dit finalement, pourquoi je ne le ferais pas aussi? Le sujet, c'est de bien peser ses risques en fait, mais on a des risques à 20 ans, à 25 ans, on a des risques à 50 ans, donc il faut bien les peser, faire la part des choses, être capable de calibrer les conditions pour y aller et les conditions qui feraient qu'on s'arrêterait aussi. C'est-à-dire essayer d'avoir toujours une dimension un peu rationnelle, pas tomber amoureux de son projet, voilà, avoir une espèce d'interaction régulière pour valider que ce que je suis en train de faire, ça a du sens, ça va rencontrer un marché, ça avance dans le bon sens. Et c'est là où je me suis dit, en fait, moi aujourd'hui, je considère que je ne prends pas plus de risques dans ce que je fais aujourd'hui que quand j'étais dirigeante. Si ce n'est que tu m'as... Désolée, je te tourne un peu le dos, parce que j'essaye d'être un peu en face des... Tu m'as quand même dit qu'en fait, tu t'es fait accompagner en fait aussi. Tu t'es fait accompagner pour justement que ce soit clair dans ta tête sur le fait de se dire, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que ma pyramide de Maslow, la même moins de sécurité, la reconnaissance sociale qui est peut-être un peu différente, la prise de risque, etc. Donc là, tu as eu besoin de te faire accompagner aussi dans cette prise de décision. Ouais, moi je suis très en faveur de l'accompagnement. Coaching, thérapeute, ce que vous voulez. Je pense qu'à un moment donné, avoir un tiers extérieur, neutre, qui réagit à ce que vous dites et avec qui vous pouvez interagir, je trouve que c'est vraiment très sain pour notre santé mentale. Et donc c'est pour ça que je disais pas tomber amoureux de son projet, c'est-à-dire il pouvait y avoir un côté, je veux plus aller dans une grosse boîte, génial, je vais créer une boîte. Bon, alors, et forcément, c'est jamais aussi facile. Et donc, oui, lister avec quelqu'un d'objectif ce à quoi je renonçais, en bien ou en moins bien, et ce à quoi je pouvais m'attendre, en bien ou en moins bien. J'avais vraiment, ma vision était quand même légèrement angélique il y a 3 ans. Hein. Sur le monde de l'entrepreneuriat et sur ce que c'était d'entreprendre. Vraiment. Même en essayant de faire une colonne points faibles et points négatifs. Bien sûr, j'avais mis l'argent, j'allais en gagner moins, tout ça. Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est même pas ce que je trouve être le plus compliqué. Le fait de gagner moins d'argent n'est pas le truc... en fait, on s'y fait, il y a des choix de vie, il y a le fait de comment on a construit même sa structure financière qui fait que c'est possible ou c'est pas possible de réduire la voilure. Gagner moins n'a pas été le principal enjeu, alors que c'était ma principale peur. Quand je me suis lancée, j'avais 2 peurs. Gagner beaucoup moins, ce qui est le cas, et avoir beaucoup moins de reconnaissance, puisqu'on s'habitue quand même à un certain statut. C'est pas désagréable d'être reconnu. Voilà, Frédéric disait, tu étais une personnalité d'assurance. Bon, en même temps, c'est pas non plus, c'est pas gala, hein, mais voilà. Et on voit bien, dès qu'on arrête, que vous allez dans un cocktail, vous avez quitté vos fonctions, et quand vous discutez avec les gens, ils regardent par-dessus votre épaule s'ils vont pas trouver quelqu'un de plus intéressant. Ça se sent tout de suite, c'est pas de la parano. Et j'avais peur de l'effet que ça pourrait me faire. Et en fait, c'est pas grave. Vraiment, c'est-à-dire que là, au bout d'une année, je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Ça a permis aussi de faire un tri. Ça a permis de reconstruire des relations avec des gens que j'aurais jamais croisés dans ma vie d'avant. Parce que quand on est dirigeant, l'entre-soi est excessif, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on est vraiment entre-soi. Et non, et vraiment, je trouve que c'est pas... mais c'était mes 2 craintes. Et en fait, si je devais faire un peu de rétrospective, ce qui est dur n'est pas du tout ce dont j'avais peur. C'est là où c'est intéressant. Alors maintenant on va arriver justement à la décision, donc tu prends mais quand même relativement vite cette décision de te lancer. Et comment tu t'es dit que tu allais aller sur ce projet-là en particulier, c'est-à-dire donc Lily, que tu vas nous expliquer un petit peu plus tard, mais comment tu as décidé finalement très vite de dire finalement je ne vais pas retrouver ou chercher un travail de dirigeante, mais je vais monter une entreprise qui va être à la fois une plateforme, qui va s'intéresser à la qualité de vie au travail, etc. Comment tu as décidé d'avoir ce projet-là, puisque c'était pas quelque chose que tu avais depuis des lustres au fond de toi, parce que parfois quand on lance une entreprise, et ça on le voit avec les entrepreneurs qui viennent ici, c'est soit j'ai un truc que je sens et que je veux faire et ça fait des lustres que je veux lancer ça, ou alors j'ai une opportunité de marché et j'y vais parce que c'est le moment. Toi, comment tu as raisonné? Bon alors, ouais, moi j'ai pas fait ça du tout. J'ai pas fait d'études de marché vraiment, au sens la taille que pouvait faire le marché. En fait, j'ai rencontré après avoir créé Lily, je sais pas, il y a 2 ans et demi, quelqu'un qui travaille beaucoup sur les valeurs, parce que j'ai voulu construire une entreprise avec des valeurs, avec une raison d'être, etc. Et donc j'ai fait un travail sur la raison d'être de Lily.
Et cette personne m'a dit, souvent quand on crée une boîte et qu'on a l'impression que l'idée vient de nulle part, c'est parce qu'elle est faite pour corriger quelque chose qu'on trouve très injuste. Et ça m'a vachement parlé parce que je pense que c'est assez vrai dans ce que j'ai créé. Donc en fait, nous avons, hein, parce que nous sommes plusieurs, parce que je sais qu'elle va me poser la question après. Voilà, on va parler de l'association. Nous avons créé en fait une plateforme de service qui permet d'aider à résoudre les tracas du quotidien. Donc sur un champ assez large, puisque l'idée c'est que nos membres peuvent en permanence nous solliciter et si on ne sait pas faire, on va chercher les experts, on va chercher leurs réponses pour faire. Donc on va traiter des sujets qui vont aller de comment je gère le harcèlement scolaire de mon enfant par exemple, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour l'aider, à trouver un plan bien d'urgence, aider à trouver une structure d'accueil pour un parent qui devient dépendant, et beaucoup de choses depuis début 2021 sur le stress, et avec la notion d'avoir des parcours d'accompagnement sur la gestion du stress. Et en fait, pour moi, l'injustice à laquelle j'ai répondu, mais sans que ça soit vraiment structuré dans ma tête, c'est qu'il y a des gens qui ont du réseau et de l'information, et il y a toutes les autres personnes qui parfois font pas des bons choix parce que justement ils n'ont pas la bonne info au bon moment. Vous savez, le pote avocat, le pote médecin qui en passe un coup de fil en disant je suis planté. Et en fait, je pense, et ça je trouve que c'est très injuste parce que j'ai souvent vu des gens se retrouver dans des situations compliquées parce qu'ils avaient pris le sujet par le mauvais angle au départ. Moi j'ai vu des copines par exemple dans une séparation y aller un peu en se disant c'est pas grave, je lui fais confiance, pas prendre un avocat tout de suite et se retrouver dans des situations derrière mais vraiment à la con sur la garde, sur la pension. Donc voilà, cette idée que je trouve assez injuste, que quand on sait en fait c'est plus facile et quand on sait pas, souvent il y a une espèce de courbe, c'est-à-dire on sait pas et en plus on n'a pas le réseau. Et ça c'est quelque chose qui a nourri. Aujourd'hui Lily c'est vraiment... puisqu'on a affiné l'idée, c'est vraiment l'idée de dire on a tous des tracas au quotidien et il y en a, on peut aider à résoudre. Et c'est ceux-là qu'on traite sur notre plateforme. Et donc en fait cette idée, elle était un peu à la croisée d'un parcours personnel et aussi parce que ça pourrait être un des métiers des assureurs. Ça pourrait. Certains même disent qu'ils le font. Et en fait, moi, ce que j'ai fait pour vraiment prendre ma décision, c'est que quand je n'ai pas fait d'études de marché, j'ai fait des focus group. Moi, je suis devenue hyper fan des focus group. Parce que les études de marché, c'est bien, il y a des chiffres, tout ça. Et on prend le chiffre qu'on veut, d'ailleurs. Donc, le focus group, c'est vous mettez 8 personnes dans la pièce que vous ne connaissez pas. Et en fait, vous racontez ou vous posez des questions, et ils interagissent entre eux. Et donc, il y a une dynamique de groupe qui est hyper forte. Je trouve ça très puissant. Et donc, on a fait des focus group dans toute la France pendant 6 mois. Pour voir si l'idée, ça a permis de voir qu'il y avait un sujet. Ouais, il y avait un sujet. L'invention de la réponse est compliquée, elle reste compliquée, mais il y avait un sujet qui était, il y a plein de cas où je me suis retrouvée tout seul en race campagne pour résoudre un truc, et où j'ai fait une bêtise, où vraiment j'ai eu beaucoup de stress parce que je n'avais pas la solution. Et en fait, ce truc de se dire finalement ça pourrait être un métier d'assureur, il y a des choses qui existent dans le secteur de l'assurance mais qui ne sont pas vraiment valorisées, il y a un besoin. C'est là où je me suis dit, on va y aller. Mais vous voyez, mon parcours, il est très, mais qui me ressemble beaucoup, c'est très itératif et très opérationnel. Je ne crois pas tellement aux études de marché, en fait. Je veux dire, vous savez, on vous dit, enfin, c'est cette blague, on vous dit, un type qui arrive en Afrique et qui dit, je viens d'arriver, ils n'ont pas de chaussures, il y a un marché pour les chaussures. Voilà. Et même un autre qui arrive 8 jours après qui dit, je viens d'arriver en Afrique, il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de marché pour les chaussures. Je trouve que les études de marché, en fait, le principe, nous, ce qu'on essaye de faire chez Lily, c'est vraiment de répondre à un besoin qui n'est pas satisfait aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que la réponse n'est pas simple. Et on s'est vraiment lancé. Et donc, vous voyez, pour répondre à la question de Frédéric, si j'avais fait le job du start-upper parfait, peut-être que je ne me serais même pas lancée. Alors, mais quand tu t'es lancée, justement, tu t'es dit, je ne vais pas le faire seule. On va revenir justement sur le démarrage, parce que le démarrage, c'est comment on le fait. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on le fait, et avec quelles ressources humaines et financières. Donc, avec qui on le fait, toi, tu t'es dit, je ne veux pas y aller seule. Ouais. Et tu as commencé avec une associée qui n'est pas l'associée que tu as aujourd'hui, donc il y a une évolution et ça c'est important aussi de le partager avec les personnes qui sont là parce que c'est souvent le facteur clé de succès, l'association, voire
parfois des raisons d'échec. Oui. Et on a eu ici dans les milliers entrepreneurs des différentes anecdotes et histoires de comment je cherche l'associé, est-ce que je fais faire passer des entretiens même avec la famille pour voir les compatibilités de caractère, on a tout eu, voilà, ou des CV et tout ça. Donc voilà, et toi, alors comment ça s'est passé la première fois et la deuxième, puisqu'on peut dire qu'il y a eu une évolution dans l'actionnariat? La première fois, j'ai cherché quelqu'un qui était complémentaire, et donc j'ai trouvé quelqu'un qui était complémentaire et qui avait une vraie spécialité sur tout ce qui était l'accompagnement du vieillissement, qui pour moi est un sujet de problème au quotidien pour les personnes. Et qui était très emballée par le projet. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai pas eu à pousser, c'est plutôt elle qui m'a poussée. Certainement parce que j'avais un âge, une expérience qui faisait que même si j'ai sous-estimé certaines difficultés, je voyais bien qu'il y avait un enjeu d'exécution, ce qu'elle n'a pas vu. Donc on a démarré, on a signé avec beaucoup d'enthousiasme, on a signé un pacte d'actionnaires. Jamais vous démarrez sans un pacte d'actionnaires, jamais, quelle que soit la personne avec qui vous vous associez. Et vous ne faites pas le pacte d'actionnaires tout seul, vous allez chercher ne serait-ce qu'un modèle sur Captain Contrat, qui fait ça très très bien, pour pas très cher, parce qu'un pacte d'actionnaires, c'est non affectif. Vraiment, c'est hyper important. Même si c'est la tante, la sœur, la copine, le copain, le encore conjoint. Plus. Il faut le poser en prérequis, c'est-à-dire qu'il faut avant même le début dire de toute façon il n'y aura pas d'actionnaire pour pas que ça ne donne pas le sentiment d'être quelque chose de défiant en fait, mais que ça soit... Et donc on a dû signer tout en mai, et en septembre elle m'a annoncé un jour de but en blanc que c'était pas fun et qu'elle arrêtait. Alors, vous êtes en septembre de votre première année d'exercice, voilà, c'est des moments de solitude et en fait on était rentré en exécution, on développait la plateforme en fait. Donc développer un outil, même si on n'est pas dans un grand groupe, même si c'est hyper fluide, même, bon, bah, ça reste, on était en période de recette, par exemple, pour faire de la recette. Donc pour ceux qui ne savent pas, la recette, c'est vous prenez tous les cas qui peuvent exister et vous les passez dans le système pour voir s'il y a un bug. C'est fastidieux. Voilà, c'est fastidieux. Et donc là, heureusement, il y avait un pacte, puisque ça a été compliqué de communiquer, puisque là, vraiment... Parce qu'il y a une dimension émotionnelle, on peut se raconter ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est un associé, on est partis ensemble, donc on se sent planté, trahi, on met les mots qu'on veut. L'autre aimerait bien qu'on comprenne sa position. On se dit, ouais, voilà, là j'ai du mal un peu à comprendre quand même. Et donc oui, j'ai eu un moment de solitude et le pacte s'est actionné, ce qui permet que la sortie s'est faite de façon très fluide en 3 mois et financièrement sans impact pour moi. C'est ça qui est important quand même dans le pacte d'actionnaires. Alors financièrement, justement, quand vous vous êtes lancé, déjà, comment avez-vous financé? Est-ce que vous avez toutes les deux apporté de l'argent, vos fonds propres? Est-ce que vous avez sollicité des aides, des business angels, je ne sais quoi, au démarrage? Parce que quand tu parles du pacte d'actionnaires, tu m'expliquais qu'il y avait aussi un rachat, donc c'est pas juste on se met sur papier, il y avait, même si l'entreprise n'avait pas de valeur, vous aviez déjà des sous, vous aviez déjà des engagements financiers. Donc comment vous avez fait au démarrage et comment ça s'est passé après au dénouement? Alors, moi, j'ai eu comme principe de départ de me financer, d'être en fonds propres, un bon moment. Quitte à créer ma boîte, je voulais être très libre, en fait. Je pense que le gros avantage de ce que j'ai choisi comme nouvelle vie, c'est la liberté. Donc, quitte à créer ma boîte, je voulais être très libre. Donc, on est parti avec un capital élevé que j'ai financé aux 2 tiers et elle 1 tiers. Et moi, j'ai fait pas mal d'apports en compte courant pour financer les 18 premiers mois de la boîte, à peu près. Et je savais, j'avais fixé un montant. Ce que vous mettez dans votre boîte, c'est ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, il faut se dire, si je perds ça, est-ce que le reste continue? Est-ce que je paye l'école de mes enfants? Enfin voilà, des choses aussi pragmatiques que ça. Est-ce que je paye mon loyer? Et donc j'avais chiffré ce que j'étais prête à perdre. Et c'est ce que j'ai injecté en capital et en compte courant dans la boîte. Au moment de... En fait, le pacte d'actionnaires, ce qui est hyper important, c'est que ça traite toutes les conditions de sortie. C'est ça qui est important. Et vaut mieux traiter les conditions de sortie tant qu'on s'entend bien. C'est comme un contrat de mariage, en fait, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes raisonnements. Et donc, en fait, le pacte d'actionnaires avait défini des conditions de sortie très claires et qui ont fait qu'il n'y a pas eu de plus-value à la sortie, ce qui, sinon, m'aurait mis très en difficulté. Donc, en fait, on s'est financé en fonds propres comme ça pendant 18 mois. La deuxième étape, c'est qu'on est passé sur de la subvention BPI, bien entendu, et je les remercie pour ça, et puis du financement par la dette. Et ça, pour le financement par la dette, en fait, ça a été possible parce que en 2020, j'ai été lauréate du réseau Entreprendre.
Alors du coup, tu vas un peu vite. On va revenir maintenant. C'est pour ça que On va revenir maintenant sur, voilà, tu te retrouves toute seule, il y a le pacte, tu as tes fonds propres, il y a du recettage qui est en cours. Est-ce qu'il y avait des collaborateurs à ce moment-là ou pas, ou des stagiaires? Non. Voilà. Donc tu te retrouves toute seule à faire ton recettage sur ta plateforme, sur ton entité où tu commences à communiquer. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, il faut vite que je retrouve des associés? Alors, en fait, la vie fait que j'avais quelqu'un sous le coude, une personne. C'est-à-dire que, voilà, j'avais quelqu'un où, quand ça s'est passé, on s'est mis à discuter. Et donc, ça a été la première nouvelle associée que j'ai eue qui est rentrée dans le capital de Lily et qui est associée donc aujourd'hui de Lily, qui est la patronne des ventes. Et donc, en fait, qui vient du secteur de la grande distribution. Et en fait, on discutait entre autres distribution, vente, parce que le secteur de l'assurance d'où je viens n'est pas forcément le secteur le plus doué en matière de vente, de mon point de vue. Et je maintiens en fait, parce qu'après 3 ans... Et donc je voyais bien que j'avais besoin de me muscler sur ces sujets-là. Elle faisait de la formation sur ces sujets-là, sur la vente. Donc on a commencé à discuter, et de fil en aiguille, en fait, elle est rentrée au capital au moment de la sortie. Donc on a fait la sortie, j'ai repris tout le capital toute seule, donc j'étais la seule associée actionnaire de Lily. Et elle est rentrée quelques mois après au capital. Le gros enjeu pour nous, ça a été de trouver le CTO. Parce que c'est pareil... on vous raconte que voilà, il y a des décos partout, que ça fleure dans tous les sens, sauf que quand vous êtes une femme de 50 ans, que vous créez une boîte autour du CARE et qu'il n'y ait pas de la deep tech, vous pouvez toujours mettre des annonces. Je peux vous dire qu'on a juste 0 CV, quoi. C'est même pas, on en a 2 et on hésite, quoi. On a juste 0 CV et Dieu sait que j'en ai pas assez des annonces. Et on a bien vu au bout d'un moment que ça a chopé, c'est-à-dire que je suis pas tech, mon associé n'est pas tech, et on prenait des décisions tech qui étaient frappées au coin du bon sens d'une ancienne dirigeante d'un grand groupe, et donc qui étaient complètement inadaptées à une start-up. Et je ne trouvais pas. Et en fait, un jour, je me suis réveillée, parce que je fonctionne beaucoup comme ça, je me suis levée en me disant, bon là, aujourd'hui, voilà, c'est ta mission du jour, quoi. Il faut que tu trouves quelqu'un. Parce que je voyais bien que la plateforme qu'on avait développée, ça n'allait pas le faire, c'était assez intuitif. Et en même temps, je ne me voyais pas me relancer dans un chantier technique. Et là, je me suis rappelé que le compagnon de ma prof de pilates était tech. Mais vraiment deep tech. Le réseau au sens large. Et donc, j'avais pilates. Et donc, je suis allée au pilates le matin et je lui ai dit, est-ce que je peux avoir les coordonnées de ton mec ? Parce que je voudrais lui poser une question. Elle m'a dit, très gentiment, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait un petit SMS en disant, voilà, est-ce qu'on peut se parler aujourd'hui? Je l'avais vu 2 fois dans ma vie. Hein. Je le savais parce que je vais discuter avec lui. J'avais vu 2 fois dans ma vie. Il me répond beaucoup de volontiers, on peut prendre un café cet après-midi. On se retrouve l'après-midi pour un café. Mais ça, je m'en souviens. Voilà, il s'assied en face de moi. Je lui explique et je lui dis, peut-être dans ton réseau, tu as un jeune qui t'a... Voilà, il me pose plein de questions. Puis il me dit, en fait, ça m'intéresse. Donc là, ouais, mais là, je me dis... ouais, mais... il est trop vieux. Enfin, je sais pas si toi tu m'intéresses, quoi. C'est un peu compliqué comme moment. Donc, on a convenu, je lui ai dit, c'est super, voilà. Et on a convenu de faire 3 mois d'essai, sans qu'il prenne de part dans la boîte, où il allait devenir le CTO de la boîte pendant 3 mois. Et donc, on a fait 3 mois d'essai. Au bout des 3 mois, on avait jeté totalement la première plateforme et redéveloppé la seconde. Hein. Donc, voilà, ça s'était plutôt bien passé. Et lui, il est devenu actionnaire aussi. Et aujourd'hui, il est CTO de Lily. Mais vous voyez, c'est... après... moi, je suis toujours admirative. Enfin, je suis toujours admirative quand on lit des méthodes, quand voilà, comment choisir son associé, comment... Après, dans la vraie vie, on fait souvent comme on peut quand même. Hein. Enfin, j'aurais eu 12 CV. Bien sûr, j'aurais fait des entretiens. Voilà, j'ai pas eu 12 CV. Et il m'a dit, c'est compliqué ton truc, t'attireras pas tellement de jeunes parce que t'as pas levé beaucoup de fonds. Enfin, j'en avais pas levé du tout à l'époque. Et il me dit, les jeunes qui sortent d'école d'ingénieur, aujourd'hui, ils cherchent des boîtes très tech, qui ont levé plein de fonds, qui sont très visibles, qui donnent tout de suite des BSPCE, qui... voilà, donc il faut être très réaliste. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon CTO, donc ma prof de pilates. Donc ça veut dire du sport. que même dans les complémentarités qui sont cherchées, la première fois c'était plus une complémentarité sur le secteur d'activité, avec quelqu'un qui était plus dans la vision, dans la sociologie, et ensuite c'était plutôt sur quels sont les besoins d'une entreprise, les métiers. J'ai besoin d'être sur le net, donc quelqu'un qui est plus sur cette activité, et j'ai besoin d'un tech avec les complémentarités. Et je suis plus confortable avec cette nouvelle version. Même si je ne l'aurais pas dit comme ça, et je te remercie, tu vois, Fred, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constitué une équipe d'associés où chaque partie de l'entreprise est dirigée par un associé. Et ça c'est assez confortable, en fait, parce que les décisions qui sont prises par des associés.
Au sens où, voilà, quand Chris, le CTO, prend une décision, il est associé aussi. Donc il est à la fois investi, ben voilà, il investit en fait, en tant que personne avec son argent. Et donc il va prendre des décisions aussi qui vont dans le sens de ses intérêts, donc dans le sens de l'intérêt du collectif. Et c'est plutôt assez rassurant. Donc là, vous êtes 3 associés. Vous avez aménagé, donc vous avez modifié la plateforme, donc le côté... On a jeté, je le dis parce que, voilà, on a jeté pour 100 000 € de développement sur fonds propres. Je le dis clairement parce que... Et c'était une méga bonne décision, vraiment. Vous voyez, on parle d'agilité, de trucs. Voilà, c'est ça, quoi. C'est de se dire, ok, donc j'ai un outil, à chaque fois que je veux bouger un truc, ça me coûte un fric fou, et ça ne fait pas du tout... Alors, bien sûr, on me disait, mais ça va le faire. Non, mais ça ne fait pas du tout ce que je veux, quoi. Et on voit bien que je suis obligée de remettre du fric dans la machine. En fait, on était parti, ce qui me semblait être une bonne décision, mais parce que je venais de grands groupes, on était parti avec, alors je ne donnerai pas son nom, mais avec un logiciel SaaS, et en disant, on va le paramétrer pour notre usage. Et en fait, c'est vraiment un truc d'anciennes dirigeantes de grands groupes, c'est une boulette. Et donc les boulettes, il faut savoir, en fait, il faut vraiment savoir couper à un moment donné, de se dire, en fait, on tire, ça fonctionne pas, bon, ok, on va arrêter. Et ça, c'est vrai que l'arrivée du CTO l'a permis, mais parce qu'il m'a proposé un plan B, en fait. Oui, donc effectivement, donc là déjà cette prise de décision pour se dire je renonce, ça doit être compliqué. Et comment ça se passe entre-temps? Parce que du coup tu te développes, tu as cette plateforme. Est-ce que tu cherches déjà des clients à ce moment-là? Ah oui, bien sûr. J'ai cherché du client dès le premier jour. Bon, je ne les ai pas convaincus dès le premier jour, mais le cycle de décision d'un grand compte, c'est 3 ans. Voilà. J'ai essayé de dire que c'était moins. Tu confirmes, Xavier? Alors quand c'est un assureur, mais même hors assurance, c'est 3 ans. Et donc, oui, moi j'ai signé, le mois dernier, j'ai signé un client. Le premier rendez-vous a eu lieu en septembre 2018. Donc, parce que tu adresses une population de grands comptes, essentiellement, tu n'as pas de personnes physiques, où là, on est sur du B2B. On est sur du B2B, mais on adresse aussi des ETI, des PME. C'est pour ça, alors oui, j'ai précisé grand compte. Sur le grand compte, la prise de décision, alors je vais dire, c'est jusqu'à 3 ans. Et c'est rarement moins de 18 mois. C'est vraiment mon expérience des 3 dernières années parce qu'on est tout secteur. Et donc oui, j'ai commencé tout de suite à prospecter, mais on avait une plateforme qui existait, hein, la migration. Alors après, une fois que vous avez quelqu'un dont c'est le métier, la migration était hyper fluide, elle s'est faite en 8 jours, on a tout basculé, bon, voilà, pas de problème. Et on a signé notre premier grand compte en juin 2019. Alors, il y a quelque chose qu'on va ajouter aussi dans ton profil qui est atypique d'entrepreneur, mais qui explique aussi comment tu as fait progresser Lily, c'est que tu as gardé ou tu as développé une activité de conseil parallèle. Et ce que tu m'expliquais, c'est que aussi cette activité de conseil te permettait aussi de continuer justement à vivre toi-même et à payer tes factures, et aussi à mettre un peu d'argent dans Lily. Oui. Et on voit que c'est parfois compliqué d'avoir 2 activités. Souvent dans les startups, on a des gens qui sont monoproduits, mono-activités, et que le fait d'avoir plusieurs activités peut contribuer à une apparence de dispersion. Comment tu as géré les choses? Alors, déjà, si on prend un cran au-dessus, un des gros enjeux de nos vies, c'est quand même la conciliation vie privée, vie pro et les équilibres de vie. Un des grands risques de l'entrepreneuriat, c'est sous prétexte que c'est notre boîte, nos sous, on y passe 24/24, ou 20 heures sur 24, et le week-end, mais c'est normal, c'est ma boîte, c'est pas... Ça, c'est vraiment une erreur. Ça, c'est vraiment une erreur. Le fait d'avoir un équilibre de vie s'applique entrepreneur ou pas entrepreneur. Et donc, moi, au démarrage, parce qu'il a fallu un petit peu de temps pour que Lily me paye, j'ai continué à faire du conseil, parce que c'est ce qui me permettait de vivre, hein, et que j'avais un réseau. En fait, les demandes sont arrivées assez vite. Et j'ai dit oui assez vite. J'ai dit oui, voilà, je trouvais ça intéressant d'essayer, j'avais jamais fait de conseil de ma vie. Ça a 3 avantages majeurs. 1, ça m'a permis de gagner de l'argent, vite, parce qu'une mission de conseil, c'est payer vite. 2, ça m'a aéré la tête. Hein, parce que bon, l'entrepreneuriat, c'est bien tout ça, mais quand vous avez fait 8 jours de retraite, quand tu as 50 ans, après avoir été dirigeant, vous faites 8 jours de recettes non-stop, bon, voilà quoi. Quand vous relisez toute la campagne de tweets créée par Audrey Lignaline pour s'assurer que ça va bien, tout ça, bon, c'est intéressant, il faut le faire, mais que derrière, vous basculez sur 2 jours de mission de conseil sur la stratégie d'un groupe, bon, ben, ça aère la tête, c'est pas mal. Et la 3e chose, c'est que ça démontre qu'en fait, on peut équilibrer.
C'est-à-dire que moi, j'ai décidé du nombre de jours que je faisais dans une année, donc je fais 20 jours de conseil par an, point. Quand j'ai vendu mes 20 jours, j'en fais pas plus. Et en fait, c'est complètement compatible avec ma vie d'entrepreneur et c'est synergique. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'interviens, mes missions de conseil sont sur le secteur de l'assurance, ça veut dire que mes clients sont des gens qui peuvent être aussi des prospects pour Lily, ou en tout cas des gens qui voient évoluer le projet Lily, et ça permet de le garder en tête. Donc, ce sujet en fait, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on doit bosser 7 jours sur 7. Et c'est pas sain, en fait. Et je pense que c'est pas bon pour le projet. Je pense qu'on a besoin de prendre, en tant que fondateur, on a besoin de prendre la distance, de prendre de la hauteur, donc de prendre des vacances, d'avoir des vraies coupures. Et quand je passe 2 jours à bosser avec un COMEX sur leur plan stratégique à 2 ans, par exemple, je rentre et je me dis, ça serait pas mal que de faire la même chose pour Lily, en fait. Parce que quand on est vraiment les 2 mains dans le cambouis, on a un peu tendance... Et donc ça me permet aussi de gérer... Alors, et c'est là où les réflexes de dirigeante... au bout de 3 ans, je commence à avoir l'intérêt d'avoir été dirigeante avant. Hein. C'est-à-dire que les 3 premières années, c'est-à-dire que les réflexes de dirigeante, d'anticipation, de prévision, de vision stratégique, de projection à moyen terme, là aujourd'hui, ça fait vraiment du sens dans une phase de développement d'entreprise. Vraiment. Alors, ce que tu m'as dit aussi, c'est que comme tu avais concouru, et tu l'as rappelé tout à l'heure, à des prix, et tu as été lauréate du réseau Entreprendre, tu m'as dit que ça a été très bénéfique parce que j'ai appris à oublier mes réflexes d'avant. Ouais, c'est là où je suis devenue en parler. En fait, je pense que les 18 premiers mois, j'ai été une dirigeante qui faisait de l'entrepreneuriat. Dirigeante au sens institutionnel du truc. Et en fait, le parcours du réseau Entreprendre, de mémoire, ça doit être une 15aine d'entretiens avec des entrepreneurs. De mémoire, plus un jury avec 8 ou 10 entrepreneurs. Et donc, j'ai été challengée pendant 3 ou 4 mois. Alors, en plus, c'est assez intéressant, c'est confinement. Donc, on est en 2020, on est tous confinés. Alors, vous imaginez, vous venez de créer une boîte, vous êtes confinés. Bon, je vous passe, mais là, ça nous prendrait longtemps, je vous passe les détails. Et donc, c'est un moment, finalement, qui a été intéressant à utiliser, puisque j'ai vraiment fait le dossier à fond, j'ai fait tous les entretiens en visio, mais on a pu les caler, ça leur prend plus de temps, sur 15 jours, 3 semaines. Et en fait, tout ce challenge fait par des entrepreneurs m'a vraiment emmené à me défaire de plein de choses, de plein d'idées, de préjugés que je pouvais avoir, de comment ça doit fonctionner. Et donc, en fait, j'étais lauréate du réseau Entreprendre en juin 2020, et je dis souvent que c'est ce jour-là que je me suis sentie légitime comme entrepreneur. Vraiment, de me dire, ok, d'accord, en fait, c'est pas la même chose, c'est pas on fait la même chose dans une structure différente, c'est une autre posture, c'est une autre attitude, c'est d'autres réflexes. Et ça, le parcours du réseau Entreprendre, enfin vraiment je recommande, hein, le parcours du réseau Entreprendre, qu'on soit lauréat ou pas, est hyper formateur pour ça. Et moi j'ai eu l'occasion d'intervenir chez BPI France devant des réseaux d'accompagnement d'entreprises. Et chacun et chacune rappelait l'intérêt de se faire accompagner et le défaut parfois des entrepreneurs de sexe féminin d'aller peut-être un peu moins dans les réseaux d'accompagnement. Donc toi, tu penses que c'est extrêmement bénéfique ouais, bien sûr. Et comment on les choisit et comment on les connaît? Comment tu t'es dit, moi c'est le réseau Entreprendre parce que voilà, il y a BGE, etc. Comment on fait pour choisir son réseau? Vous allez partir d'ici en vous disant que je suis vraiment blonde, mais moi j'ai des moments où je me dis waouh, ça va pas très bien quoi. Il y a des trucs, je me dis comme le CTO, je me lève en me disant bon là c'est pas possible quoi. Là il faut que je trouve. Et alors je le cite parce que je l'ai remercié pour ça. Je déjeunais avec le patron de la strate de BPI. Puisque vie d'avant, donc forcément, et je lui dis, honnêtement, j'ai un peu l'impression que je sais pas ce que je fais, quoi. Enfin, j'en étais à ce stade-là, quoi, de me dire, ouais, ça fait un peu apprentie sorcière, c'est rigolo. Et il m'a dit, tu devrais tenter le réseau Entreprendre. Je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Je dis, ah bon, pourquoi? Et il m'explique. Et il me dit, si t'es prise, c'est que t'es une entrepreneur. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, si je ne suis pas prise, il y aura d'autres questions à se poser. Donc, je l'ai fait hyper sérieusement. Et donc là, j'ai pris... Mais moi, je ne fais jamais de benchmark. Je suis très... souvent, mais je le dis sur LinkedIn, je suis très de liane en liane, quoi. C'est-à-dire, je suis sortie de là, j'ai tapé Réseau Entreprendre sur Internet. C'était quelques jours avant le salon de l'entrepreneur Porte-Maillot, qui est un très bon salon pour les entrepreneurs. J'y suis allée, il y avait un stand de Réseau Entreprendre, j'ai laissé mes coordonnées, je suis rentrée dans le processus 15 jours après. Donc, et ça, alors, je pense que... parce que moi, j'avais été approchée par des incubateurs. Et j'avais pas cette envie
Voilà, d'être incubé. J'avais pas cette envie d'avoir un lieu physique. Lily, aujourd'hui, on est en 100% télétravail et on n'a pas de bureau, en fait. Je pense que quand je dis que j'ai choisi la liberté, je suis allée assez loin dans le concept de liberté. Pour moi, l'incubateur, c'était retourner dans un truc un peu formel qui ne m'attirait pas. Et je pense que c'est très bien de se faire incuber. Hein. C'est juste que ça ne correspondait pas à mon envie et que pour moi, le réseau Entreprendre a été l'alternative hyper intéressante. Alors du coup, comment as-tu fait justement pour rentrer dans le réseau? Ça consiste en quoi cet accompagnement? En fait, tu as un dossier à remplir qui te fait remettre à plat toute ta vision stratégique et toute ta vision financière. Ça t'oblige quand même à aller beaucoup plus loin que ce que je n'avais fait dans la vision financière. Vous savez, quand vous êtes habitué à des budgets de, je sais pas, je devais être sur des budgets de au-delà du milliard en fait, ce que je gérais. Alors bon, je pilotais vraiment ça sur l'ardoise d'un coin de cuisine, Lily, quoi, en me disant, ok, combien il y a sur le compte, combien on tient. Et donc, ils m'ont vraiment obligée à faire un travail de rationalisation financière à l'échelle de la boîte qui est hyper intéressant. Ils m'ont obligée à me poser la question de comment je me finance, autrement qu'en fonds propres, et qu'est-ce que je vais chercher, et comment j'organise pour aller chercher du financement sans me diluer, qui est un sujet important, puisque moi je veux garder le contrôle de ma boîte. Moi j'ai plus de 50% du capital de la boîte, j'avais plus de 50%, et pour moi c'est hyper important. Et donc en fait cette partie dossier financier et dossier strat m'a obligé à tout remettre à plat en fait. Nous a obligé, parce que je l'ai fait avec mes associés, nous a obligés à tout remettre à plat, à nous poser des questions qu'on ne s'était pas posées. Vous savez, parce que comme les associés sont arrivés en cours de route, ils ont adopté mon projet aussi. Enfin, ils ont embarqué, et donc de rechallenger le projet. Et ils ont vraiment des supports qui sont super bien faits. Et puis, voilà, quand tu passes 15 entretiens avec des entrepreneurs qui, eux, ont réussi, ça te calme, hein. Voilà, ça calme. Les questions qu'ils posent, il n'y a pas un des 15 entretiens où je ne suis pas sortie de là en me disant... ah ouais, non, il faut que je regarde ça, ou il faut que je creuse ça. Et donc, tout à coup, c'est comme si on sortait d'une... C'est comme si, tout à coup, j'étais accueillie dans une autre sphère, en fait, que celle que je connaissais. Où, en fait, le problème, quand on sort d'entreprise, c'est qu'on va voir ses anciens camarades, et globalement, allez, j'étage, ça va de oh, j'admire ton courage. C'est vraiment bien ce que tu fais. Voilà. Je ne pense pas que je pourrais le faire. Et quand je dis ok, mais qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Continue comme ça. Voilà. Et on sort de là, on se dit si vraiment il y a un loup ou s'il y a un angle mort. Et en fait, le gros avantage d'une communauté d'entrepreneurs, c'est que c'est très authentique et qu'ils sont passés par là. Donc en fait, ils voient les loups très vite. Voilà, ils voient les loups très vite. Et je me souviens d'un des entretiens où j'avais dit je recruterai le premier salarié quand j'aurai de quoi le payer un an. Et le mec m'avait dit, recrute ton premier salarié, tu ne trouveras de quoi le payer un an. C'est dans ce sens-là que ça marche. J'ai raccroché en disant, ouais, voilà. Et en fait, on a recruté nos 2 premiers salariés en se disant, c'est aussi... En fait, quand on devient entrepreneur, on se met une espèce de challenge perpétuel, en fait. Imaginez qu'on puisse faire ça dans le confort est une anomalie mentale, en fait. Non, donc il faut se mettre en risque, en fait. Et se dire, le risque va faire que ça va nous pousser à trouver... Et en fait, depuis 3 ans, on a toujours trouvé une solution, une ressource. Mais voilà, donc ces entretiens ont servi à tout ça. Je le recommande particulièrement à des gens qui... ouais, alors j'allais dire, enfin, qui n'ont pas d'expérience d'entrepreneur, mais qui ont un passé d'entreprise. Parce que les réflexes de l'entreprise sont pas les bons, en fait, pour créer une structure. Il faut les identifier et s'en défaire. D'accord, donc, et alors justement, tu as dit quelque chose aussi d'important, tu as dit, mes associés sont venus sur mon projet. Parce qu'après, c'est ce que je remarque, en tout cas chez les femmes, et notamment sur celle de notre génération, en se disant, maintenant ça va être mon projet, et sans avoir forcément l'humilité d'accepter que d'autres viennent apporter leurs propres idées sans directement se raccrocher à une idée qui a déjà été... préétabli, prémâché. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution pour que ça devienne l'idée des 3 Pas, alors, c'est très progressif, c'est-à-dire que ils sont arrivés, la boîte elle existait, on était en train de signer le premier client, donc je pense que ça s'est pas trouvé à ce moment-là de remettre en cause. Et puis ça a pris du temps. Ouais, non, ça a pris du temps en fait, mais peut-être parce que je ne l'ai pas provoqué non plus. Là, aujourd'hui, c'est le cas très clairement. Mais ne serait-ce que parce que la personne qui est en charge des ventes,
enfin notre directrice commerciale qui est associée, bah, elle fait la remontée client, hein, ou elle fait même la remontée prospection en disant voilà, il manque ça, il faut faire ça, il faut ajouter ça, il y a ça qui ne va pas. Donc aujourd'hui c'est très le cas, mais ça a été un peu progressif. En fait, le fait que les gens arrivent après, ouais, il y a eu un temps peut-être plus long que si on était partis tous les trois ensemble pour que mon projet devienne aussi leur projet. Clairement. Donc voilà, là tu vas parler des associés et les salariés. Tu parlais du premier salarié. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait et sur quel poste? Alors le premier poste où on a recruté, c'est sur l'inbound marketing. C'est-à-dire comment on génère du leads avec des actions digitales. Donc c'est le premier poste qu'on a recruté. Elle est toujours là. C'est notre plus ancien. Ah non, bon alors ils ont dû arriver en même temps. Un compte exécutif et l'inbound marketing. C'est les deux premiers postes. En fait, moi je suis obsédée par le fait de vendre. C'est quand même le seul truc. J'ai même tendance un peu à dire qu'on y arrivera toujours. C'est-à-dire que s'il y a des ventes et qu'on doit faire évoluer l'offre, on fera évoluer l'offre. C'est-à-dire que je ne suis pas... mais contrairement au storytelling d'un certain nombre de start-upers qui parlent de leur obsession pour le produit et dont on découvre a posteriori que parfois le produit n'existe plus sur des slides qu'en réalité, mais que les slides sont hyper bien faits. Moi, je suis certainement plus obsédée par le fait d'avoir des clients et en considérant que c'est ça qui va faire grandir l'entreprise et qui va accélérer. C'est-à-dire qu'imaginer le produit toute seule dans mon coin, enfin, je veux dire, on peut yoyoter au bout d'un moment, et puis de toute façon, tout seul, on n'a pas forcément raison. Donc on a recruté leads et compte exécutif, et les recrutements sur l'offre sont arrivés plus tard, en fait. Sont arrivés plus tard. Et aujourd'hui, on a une entreprise où on est 17. On doit être un tiers sur les sales, je regarde, un tiers sur les sales, un tiers sur l'inbound et un tiers sur l'offre, à peu près. Et justement, quand tu parlais de monde, tu m'as dit, je me suis formée aussi à inbound, growth hacking. Ouais. Qu'est-ce que c'est tout ça et pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait? Parce que j'y connaissais rien. Enfin, je veux dire, ouais, quand vous êtes patronne d'une BU de 800 personnes, vous n'avez jamais fait de site vitrine. Hein. Donc vous faites le premier site vitrine, il est sympa, quoi. Parce que c'est pas hyper compliqué de faire un site vitrine, tant que vous voulez pas faire de SEO. Voilà, je veux dire, faire une vitrine, j'ai fait mon premier site vitrine pour mon activité conseil, il y a 3 écrans. Voilà, puis vous voyez bien qu'en fait, c'est plus compliqué que ça quand vous discutez, quand vous allez dans des conférences. Et donc j'ai fini par trouver une formation pour mieux comprendre. Et ça aussi, c'est des fils qu'on tire. C'est-à-dire, je me suis inscrite sur une formation de 5 jours. Ils avaient tous... Et encore, c'est une fois, ils avaient tous 35 ans. Ils étaient de cette génération où ils ne sont pas complètement digital native, mais ils sont déjà bien meilleurs que moi. Et en fait, j'ai vraiment sympathisé avec le type qui a créé la boîte qui fait la formation, qui est devenu mon mentor digital. Et donc, depuis, et je suis bien moins spécialiste qu'une Audrey. Et puis en plus, je pense que le côté natif fait vraiment une différence. Alors, vous avez qu'à voir, je suis très très loin d'être native. Mais maintenant, je comprends beaucoup plus quel écosystème il faut créer pour générer du lead, de la visibilité et des ventes. Et c'est compliqué en fait. C'est pas complexe, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on regarde un site vitrine ou qu'on a fait 3 pages vitrine qui présentent bien ce qu'on va faire qu'on a fait le job qui va générer des leads et de la visibilité. C'est plus compliqué que ça. J'ai fait alors un truc qui est vachement bien en formation gratuite, j'ai fait les formations Google. Donc Google organise des certifications. Je me suis retrouvée dans un énorme amphi à Créteil. Non, j'ai vécu des moments assez magiques quand même. On se dit waouh. À 8 heures à Créteil, dans des grands amphis, avec des gens sur scène qui sont même plus jeunes que mes enfants quand même, et qui racontent des trucs, on ne comprend pas tout de suite, mais leurs formations sont super bien faites. Et donc j'ai été certifiée Google, j'ai fait ma formation en vitrine, et derrière on est vraiment rentré dans un truc où on... Mais bon, après on a recruté des gens qu'on a fait former aussi. Quand vous recrutez des commerciaux qui ont ne serait-ce que 32-35 ans, c'est pas vrai que c'est des spécialistes du gros hacking non plus. Hein. Le gros hacking, c'est quand même assez spécifique, c'est pas si développé que ça partout. Donc il y a aussi cette idée que chez Lily, tout le monde se forme sur ces sujets-là en permanence, parce que ce sont des sujets qui changent tout le temps, qu'il n'y a pas de recette miracle et que ça demande juste de se poser la question en permanence de comment on améliore une routine de campagne, comment on améliore le SEO d'un site, comment... Donc oui, je me suis formée parce que... En fait, tant qu'on ne se forme pas, enfin tant qu'on ne creuse pas, on a l'impression que les choses sont assez faciles, quoi, globalement. Quand on commence à creuser, qu'on se dit « Ah
oui, d'accord. Et donc la formation, ça permet quand même d'aller creuser en milieu bienveillant. C'est-à-dire, je ne me vois pas faire une réunion avec la personne que je viens de recruter en inbound marketing en disant tu peux m'expliquer ce que c'est que le SEO? Parce que je me dis, bon, j'aurais pu, mais je ne me vois pas le faire. Et donc moi, je considère que je recrute des gens qui sont meilleurs que moi sur certains sujets. Il faut quand même que j'ai une culture générale sur leur métier. Tu n'es pas allée jusqu'à te former au code? Alors, j'envisage très sérieusement là, parce que j'en ai trouvé une qui est top, une formation en no-code. C'est-à-dire comment on peut vraiment bien utiliser les outils de no-code. La formation au code, non, parce que vraiment, je pense que je ne serais pas bonne. Mais par contre, je me suis formée, j'ai fait un cursus court, mais sur tous les différents langages, la façon dont ils fonctionnent. C'est-à-dire, je voulais pouvoir discuter avec mon CTO aussi. Ne serait-ce qu'avoir l'air intelligent dans les questions que je pose, tu vois. Voilà, quand il dit, on est passé par Kubernetes pour faire la containerisation, la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai dit, ok, je vais le noter. Parce que, voilà, donc ça, il y a un chemin à faire pour... Sur la sémantique. La culture générale, en fait. Hein, c'est une culture générale sur des sujets qui m'étaient très étrangers, en fait. Oui, et tout ça en l'espace de 3 ans, en fait. Ouais. Ouais. Alors, récemment, tu as communiqué parce que vous avez décidé de passer encore une autre étape avec cette fameuse levée de fonds dont on parle beaucoup dans l'univers des startups. Et là, tu as communiqué en disant on ne l'a pas fait avant, on l'a fait maintenant. Donc déjà, plusieurs questions. Pourquoi tu l'as fait et comment? Et puis après, on reviendra sur les effets induits de cette levée de fonds et on pourra en reparler. Alors, pourquoi cette levée de fonds à ce moment-là? Comment tu évalues le montant et auprès de qui tu l'as fait? Alors, je ne voulais pas lever. Je considérais que la levée était le fait de me remettre dans un système qui est un système d'évaluation financière de ce qu'on fait. Voilà, et j'en sortais, je ne voulais pas y retourner. Donc, je ne voulais pas lever et j'ai été contactée par un family office. Voilà, qui... Vous allez rire. C'est une ancienne copine de Pilates qui me propose de prendre un café. Et en fait, elle est DG de Family Office. Et donc, elle nous avait suivis sur les réseaux sociaux. Et donc, on a un premier rendez-vous. Et je lui dis vraiment... Mais j'avais dit sans filtre. Hein, et je lui dis, j'ai pas besoin d'argent, en fait. Non, merci. Et je raccroche. Et enfin, un rendez-vous intéressant, elle m'a fait pitcher, tout ça, je suis de bonne volonté, j'ai pitché, mais à la fin, elle me dit alors, next step, je dis non, mais en fait, je cherche pas d'argent, en fait. Elle me dit, mais t'en as, je n'en cherche pas. Voilà, et en fait, dans le réseau Entreprendre, quand vous devenez lauréate, vous avez un mentor avec qui vous parlez une fois par mois. Le hasard fait que le lendemain, j'ai rendez-vous avec mon mentor, je dis, ah, c'est rigolo, machin, tout ça. Il me dit, alors, t'as dit quoi? J'ai dit non, il m'a dit, tu les rappelles? Tu dis oui. Alors moi, quand j'ai des gens qui sont là pour m'apporter leur expérience, je les écoute, je trouve que c'est logique, donc je suis quand même creusée, j'ai dit c'est pourquoi. Il me dit mais parce que oui, ton truc tourne, mais tu trouveras toujours comment utiliser l'argent et c'est là où ça va t'accélérer. Il dit en fait aujourd'hui dans ton raisonnement, tu raisonnes avec l'argent dont tu disposes. Mais il me dit mais si tu as plus d'argent, tu vas élargir ton raisonnement. Ça m'a semblé assez réaliste, donc je l'ai rappelé en disant bah, finalement, pourquoi pas. Et alors par contre j'ai mis une condition. J'ai dit finalement pourquoi pas, mais on fait ça sous 4 à 6 semaines. C'est-à-dire il est hors de question, je passe 6 mois de ma vie à faire du pitch, du tour, du deck, du machin. Moi je veux développer ma boîte, je veux pas. Et donc soit c'est possible en 4 à 6 semaines, et sinon bah, c'est pas très grave, mais c'est vraiment ma condition. Et en fait on a bouclé en 6 semaines. J'avais dit on bouclera avant le 30 juillet, on a bouclé le 26 juillet, signature, voilà, signature complète. On a bouclé, alors c'est pas un univers que je connaissais, on a fait le choix de Family Office, donc pas de fonds et pas de business angel. Pas de business angel parce que ma vision c'est que il fallait que j'en ai beaucoup pour arriver à lever le montant qu'on cherchait et comme je voulais y passer que 6 semaines, voilà, et pas de fonds parce que, alors après on peut me raconter ce qu'on veut, mais pour moi le fonds a un horizon de temps de rentabilité imposé par la façon dont il a levé et organisé son fonds et qui me convenait pas en fait. Les family office et les deux qu'on a fait rentrer dans notre capital sont sur des horizons de temps à 7 ans. Voilà, 7 ans, je trouve que pour une boîte, ça devient un horizon de temps qui est plutôt assez sympa. Alors, est-ce que tu peux expliker en 30 secondes ce que c'est qu'un family office, ouais. Parce que c'est pas forcément une notion familière. Alors, un family office, c'est à l'origine normalement une famille ou des familles qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui décident de créer une structure qui va investir dans des entreprises.
Donc alors je n'ai pas l'annuaire en tête, mais globalement j'ai découvert que les familles en France qui avaient beaucoup d'argent créaient donc des family office dans lesquels elles mettaient alors 50, 100, 200, 500 millions. Elles ont des caractéristiques qui correspondent, ça la caractéristique de fond, c'est-à-dire sur le sens, vous avez des family office qui sont early stage, vous avez des family office qui vont être série A, série B, enfin bon voilà. La différence fondamentale, c'est que les gens qui sont dans le family office sont des gens qui ont gagné leur argent souvent avec une entreprise. Et donc, ça veut dire que c'est quand même des entrepreneurs. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir une interaction avec eux. Et moi, vraiment, je l'ai vu dans la négo qu'on a faite. Vous allez avoir une interaction avec eux qui est une interaction d'entrepreneur. Alors, bien sûr, on parle finance, mais qui est une interaction d'entrepreneur et avec des gens qui ont fait. D'ailleurs, le patron du family office, le premier, voilà, c'est un type qui a développé le digital dans un grand groupe français, de A à Z, et qui l'a fait en vrai. Et très vite dans les entretiens, on a vu que les questions qu'il posait nous apportaient. Et donc pour moi, c'est un... Et donc les family office en tant qu'entrepreneurs, et parce que c'est leur argent qu'ils investissent, ont un horizon de temps qui va être un peu différent de celui d'un fonds d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des injonctions en termes de rentabilité, en termes de niveau. Mais voilà, nous, c'était un truc qui nous allait bien. On a décidé, alors comment on a décidé on a décidé de lever 500 000 euros parce que je ne voulais pas me diluer trop. Et donc, quand vous levez, il y a quand même un couple à définir entre à quel niveau est valorisée votre entreprise et combien vous levez. Et en fait, on a travaillé sur ce couple-là pour que le montant qu'on lève me permette quand même de prendre le contrôle de la boîte. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé au montant de 500 000 euros et qui fait qu'après levé, j'ai toujours la majorité de la boîte. Ok, et ça, c'est surtout pour développer les ventes, c'est pour développer quoi? Oui, essentiellement. Donc, ça nous permet d'accélérer des recrutements. Et donc là, l'objectif, c'est de recruter Alors, nous, on a des business développeurs, donc vraiment des SDR, ce qu'on appelle les Sales Distribution Representatives, qui sont les commerciaux assis, qui font toutes les campagnes, en fait, de gros hacking. Et puis, on a des comptes exécutifs qui sont vraiment des commerciaux debout et qui vont faire... dans ces époques de visio, mais en fait, qui font vraiment les interactions avec les clients. Et donc là, on est en train de muscler, et on est allé assez vite, hein, on passe de 1 à 3 comptes exécutifs à la fin du mois, et à 4 en janvier, et de 1 à 3 SDR en janvier. Donc on triple on aura une petite dizaine de personnes sur les ventes à partir du mois de janvier. Et donc oui, je vous ai dit que pour moi, les ventes, c'était essentiel, donc c'est l'accélérateur majeur. Et puis finalement, parce que l'appétit vient en mangeant, on a recruté notre première développeuse, parce qu'on a mis des annonces et les candidats étaient des candidates. Alors on a recruté notre première développeuse qui est arrivée il y a un mois et qui est vraiment là pour nous aider à accélérer tout ce qui va tourner autour des évolutions d'offres. Et d'où le fait que moi je suis en train de regarder du no-code aussi pour pouvoir travailler avec elle en agilité sur des évolutions d'offres. Et tu m'as dit aussi que le regard de l'écosystème avait changé depuis que tu as fait une levée de fonds. Ça, je ne l'avais pas vu, parce que je pense que ce n'est pas mon mode de raisonnement et ce n'est pas mon référentiel à moi. Voilà, c'est pas mon référentiel à moi. Il y a vraiment eu un avant et un après, quoi. C'est en juin, c'était « Ah oui, elle a créé une boîte ». Et en septembre, c'est « Ah, t'as levé des fonds ?» C'est vraiment, quoi. Donc ça aide en visibilité, ça aide en crédibilité, en fait, ça aide pour se positionner. Donc je pense qu'il faut l'intégrer quand on est porteur de projet ou porteuse de projet. Il faut l'intégrer en se disant c'est une étape qui fait du bien en fait à la réputation de l'entreprise et à votre réputation en tant qu'entrepreneur. Voilà. Certainement parce qu'on se dit, c'est mon interprétation, qu'il y a des gens qui sont allés voir de près qui ont soulevé le capot du moteur et que donc s'ils ont décidé de mettre de l'argent dedans, c'est que ce que vous faites est sérieux. Certainement. Voilà. Je regrette qu'on soit obligé d'en passer par là pour évaluer le sérieux d'une entreprise, mais force est de constater qu'il y a eu vraiment un effet... autant moi, je me suis sentie devenir entrepreneur au moment où j'ai été lauréate de Réseau Entreprendre, autant je vois bien dans mon écosystème que je suis devenue entrepreneur quand j'ai annoncé que j'avais levé des fonds. Ce qui peut vraiment emmener la question pour vous du timing de la levée de fonds. C'est-à-dire, décider de lever très vite peut être une façon d'être crédible très vite. Et finalement... lever très vite permet d'être vraiment sur le storytelling et de faire des promesses
qu'on essaiera de tenir. Et après, quand on traîne un peu sur la levée, ça veut dire que vous allez aller chercher, vous allez être beaucoup plus obligé de prouver que vous avez fait ce que vous aviez dit que vous feriez. Hein, quand vous avez 2-3 ans d'existence, bah, ça veut dire que si vous n'avez pas de clients, par exemple, il y a un problème au bout de 2-3 ans d'existence. Alors si vous levez dans les 6 premiers mois, vous êtes encore plein de promesses. Voilà. Et ça, c'est des... Voilà, je pense qu'il y a des moments où c'est plus compliqué de lever. Quand on est un peu au milieu du gué, au bout de 18 mois, qu'on n'a pas encore de clients, qu'on n'a pas de signe que c'est... Parce que, ce que je disais à Clément tout à l'heure, moi, mon image préférée, c'est celle de l'iceberg du succès. Hein, celle où il y a la petite portion en haut où tout va bien, et puis en fait, il y a tout le en bas. Et je regrette qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, les gens soient beaucoup sur le en haut et assez peu sur le en bas, parce que c'est décourageant, en fait, je pense, pour la communauté des entrepreneurs d'avoir l'impression que chez les autres, c'est toujours mieux. Alors en plus, si on parle de l'effet amplificateur des réseaux sociaux, et donc c'est vraiment mon image préférée. Et en fait, c'est cette idée de... Il y a un tunnel qui est un peu long quand même, hein, entre l'excitation du début. Voilà, on crée, on ouvre la plateforme, tout le monde vous dit qu'est-ce que t'es courageuse, c'est génial. Puis là, vous allez chercher des clients, et alors c'est très compliqué le premier client. Parce que qu'est-ce qu'on vous demande? Vos références, le nombre de membres, enfin voilà, le premier client. Et le deuxième et le troisième, c'est pas hyper simple non plus, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arriver à un volume qui n'est pas évident et sur lequel je vous donnerai pas, enfin, où ça doit dépendre des boîtes, des offres, etc. Voilà, pour que les gens se disent, ah ok, d'accord. Bon, et ça, la levée de fonds aide à ça. Parce que, on se demande pourquoi, quoi, hein, parce que ça ne veut pas dire votre offre est bonne. Mais bon, la levée de fonds aide à ça. Et donc, en fait, vous avez ces 2 années, je dirais, qui sont un peu visqueuses, où on est parti très enthousiaste, et où on a un truc au milieu où ça ne se passe pas forcément comme prévu, où ça met du temps à émerger, où on est devenu un peu nobody de tout le monde parce que ce qu'on raconte n'a pas encore de crédibilité. C'est long, hein. 18 mois à 2 ans, quand vous y êtes tous les jours, et que vous avez l'impression que si vous y mettez plus d'heures, ça va aller plus vite, ce qui est une erreur en fait. Parce que ce n'est pas une question de nombre d'heures, c'est que... moi je pense que contrairement à ce qu'on nous raconte, alors sûrement il y a le cas, je sais pas, peut-être chaque année, de la boîte qui se crée, qui rencontre son besoin. Je discutais avec un expert comptable, hein, alors, qui m'a fait beaucoup rire, parce que je lui dis voilà, on a une start-up, et il m'a dit une start-up, c'est une boîte, elle se crée et elle fait 1 million d'ARR à la fin de l'année. Bon, je dis ben nous on a une entreprise en fait, voilà. Non mais c'est bon, on va pas... Je veux dire, tout le monde doit s'appeler start-up aujourd'hui, mais moi j'ai créé une entreprise, je pense, alors... on est filmé en plus, donc je vais être obligée de regarder ce que j'ai dit, je vais me faire engueuler derrière par mes associés, parce que voilà, la start-up normalement c'est ça. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir envie de créer une start-up en fait. On peut aussi vouloir créer une entreprise qui se développe, qui progresse. Et donc c'est tous ces sujets-là, moi, que je trouve qui sont assez compliqués. Et le temps est beaucoup plus long que ce qu'on nous raconte, beaucoup plus long. Les gens ne vous appellent pas en disant « Viens, j'ai vu votre concept, c'est génial, j'adorerais devenir votre client. » Voilà quoi, au secours. Vous faites des campagnes de mail, vous avez 2% de taux d'ouverture. On vous dit « C'est pas mal. » Non, c'est nul. Non, il faut être très réaliste, c'est quand même très nul. Enfin, c'est... et tout ça, tout ce storytelling qui existe aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat, moi, je me pose vraiment en décalage en disant « Si c'est à refaire, je referai. » Sans hésiter, j'aime ce que je fais. Et je trouve ça assez génial d'avoir une idée, d'aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout d'une idée, on vous parle d'agilité, il faut vraiment accepter de changer d'avis, de changer d'idée, d'évoluer, c'est-à-dire en fait de se rappeler ce qui est la mission fondamentale qu'on veut accomplir et de considérer que l'offre pour ça, elle est forcément pas celle qu'on a imaginée au départ. Et en fait, quand on parle d'agilité, de pivot, c'est d'arriver à accepter de se confronter à ce qui se passe, de ne pas se décourager trop longtemps. Vous voyez, je ne vous dirais pas de ne pas se décourager, mais de ne pas se décourager trop longtemps et de dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? Et ça aussi c'est intéressant, vous discutez avec des investisseurs qui valident des business plans et qui après disent, de toute façon, ça prendra 2 fois plus de temps. Mais ils ont mis de l'argent dans la boîte quand même. Donc en fait, tout le monde le sait. Alors, pourquoi on ne le dit pas? Voilà, pourquoi on ne dit pas qu'à part 3 cas de temps en temps, en fait, globalement, démarrer une boîte, ça prend... Moi, je pense que ça prend 3 à 5 ans, mais je ne sais pas si j'en parle aux spécialistes du BPI, ils diraient quoi? Moi, je vais partager mon expérience personnelle.
pour répondre à cette question. Enfin, tout ce que vous avez dit, c'était vraiment hyper intéressant. Je me suis vraiment retrouvé. Parce qu'avant de rejoindre BPI, j'ai été start-upper, entrepreneur. Et oui, en effet, le temps est beaucoup plus long qu'on veut laisser croire. Toujours. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai été en start-up et c'est vrai que je suis resté 2-3 ans. Et quand je suis parti, c'était encore, je pense, en structuration. Et en fait, l'inconvénient de nous faire croire autre chose, hein, c'est que c'est décourageant. Oui, sinon, on ne verrait pas. Ah, je sais pas. Parce qu'on dit un homme averti en vaut 2. Je pense que pour les femmes, ça doit être au moins 4. Donc, non, je sais pas. Je sais pas si on m'avait dit, tu as fait un business plan à 3 ans, mais en fait, on peut imaginer que ta ligne d'1 an, tu seras plutôt dans 2 ans. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas sûre. Il y a peut-être quand même l'idée de la sécurisation relative. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est prendre des risques, mais il faut quand même conserver cette marge de manœuvre pour continuer à prendre des risques. Si on dit il y en a pour 3-4 ans avant que tu survives, ça devient un peu chaud quand même. Ouais, mais alors est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'abandon parce que les gens trouvent le temps. Ouais, mais enfin, à l'inverse, le fait qu'il y ait beaucoup d'abandon, est-ce que c'est pas parce que quand les gens sont dans ce tunnel auquel ils ne s'attendaient pas ou pas aussi long, ils ne l'ont pas préparé non plus, quoi. Bah, ça, on le retrouve, oui, mais on le retrouve par exemple, dans le statut de micro-entrepreneur, par exemple, où on fait croire aux gens que c'est facile de monter une boîte et ils ont des activités. Et puis quand ils se retrouvent à 69 000 et quelques qui doivent compasser sur des systèmes de TVA ou des choses comme ça devient extrêmement compliqué et il y en a beaucoup qui abandonnent. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent en micro-entreprise sans jamais produire le moins de chiffre d'affaires. C'est clair. Bah, c'est ça, c'est rencontrer son marché aussi. Hein. Ça peut être de l'idée, c'est ce que tu disais. On a l'idée et puis on s'obstine sans qu'il y ait vraiment de marché ou de solvabilisation. C'est pour ça qu'il faut bouger. Voilà. Faut pas s'entêter en fait. Hein. C'est aussi, comme tu disais, je pense qu'il y a aussi l'accompagnement. Est-ce qu'on est accompagné ou pas? Parce que si on a un mentor, si on a des gens à qui parler et justement dire, là je sais pas, je suis au fond du seau, là j'ai plein de problèmes, etc. C'est vrai que si on est entrepreneur et qu'on a personne ou on a juste son associé à qui parler et qu'on ne sait pas trop, vers où aller, oui, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent bon bah c'est quoi, on arrête, on reprend un job et voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a des gens qui étaient pas très loin d'y arriver et qui se sont dit mais c'est plus long que ce que je pensais. Et donc c'est plus ça. C'est je pense que d'être informé correctement sur le travail que ça demande, sur le temps que ça prend, sur la difficulté. Moi, j'en vois, alors depuis que j'ai levé de fonds, donc depuis que j'ai levé des fonds tout petit, hein, quand même, je suis devenue une entrepreneuse à succès. Donc, je suis contactée parce qu'on me demande des conseils. Donc, voilà, très bien. Moi, j'en vois plein qui ont des idées sur du B2B et qui se voient avec 3 grands comptes qui vont faire déjà leur chiffre d'affaires. Et je leur dis, mais oui, mais on les connaît bien. Ah ouais, mais non. Enfin, je veux dire, pour avoir un budget dans un grand compte, c'est juste... quand je dis 3 ans, c'est 3 ans. Voilà, c'est 3 ans. Et c'est pas juste 3 ans pour une start-up, hein, parce que j'ai fait beaucoup de business dans ma vie d'avant. Un grand compte, grosso modo, c'est 3 ans. Bon, ça veut dire que moi, par exemple, dans les BP de Lily, j'ai pas mis de grand compte les 2 premières années. Alors, on a fait une entreprise, on a fait une ETI au bout d'1 an, hein, donc une boîte de 1000 personnes, ce qui déjà pour nous était vraiment génial. Mais on l'a fait parce que c'était sur un relationnel très proche. Ça aussi, voilà, nos vendeurs, des fois les ventes sont plus longues que prévu. Alors, je dis à mon mentor, je me demande si on a fait les bons recrutements. Mais il me dit, mais les 3 premières années, c'est le fondateur qui vend. C'est pas les salariés. Le fameux réseau aussi. Il me dit, c'est là-dessus que ça fonctionne. Il me dit... Et ça, c'est important de le savoir, parce que sinon, on changerait de vendeur tous les 3 mois en disant, t'as toujours pas vendu. Et en fait, quand votre mentor vous dit, ça se fait sur le réseau du fondateur au départ, ça permet de remettre les pendules à l'heure de tout le monde aussi. Et donc, moi, de le dire, ça veut dire que je peux pas me dire que je peux lâcher cette activité-là et qu'il faut que je reste présente sur du développement commercial pendant encore assez longtemps, en fait. Et donc, c'est pour ça, moi, je trouve que l'authenticité ou la vérité, ça peut être... En fait... Mais on revient au projet Lily, en fait. Je pense que tout ce qui permet de prendre des décisions éclairées, c'est bien. Voilà. Pas juste des décisions dans l'émotion, pas juste... Et donc, avoir le bon conseil au bon moment, ça marche aussi pour les entrepreneurs, je trouve. Alors, le temps passe. Moi, mes dernières questions, c'est... toujours, c'est qu'est-ce que tu aurais fait autrement, vraiment en 2 mots, une phrase ou quelques mots, vraiment. Et puis, de quoi tu es la plus fière?
J'aurais commencé par le parcours réseau entreprendre. J'aurais commencé par chercher une structure qui challenge mon projet, mais qui soit vraiment une structure d'entrepreneur. J'ai une expression que j'utilise, j'ai du mal avec les vendeurs de pelles. Vous savez, tous ces gens qui viennent nous vendre des prestations parce qu'ils vont nous expliquer la vie, ils vont nous faire vendre plus vite, ils vont... Voilà, et donc c'est aussi pour ça que au début, je ne suis pas allée chercher de réseau, parce que j'avais un peu ce sentiment que tout cet écosystème d'accompagnement où on payait, il y avait un peu côté, je te donne des conseils, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment fait quand même. Et donc, si c'était à refaire, je ferais réseau entreprendre tout de suite, parce que c'est un réseau d'entrepreneurs. Et que donc là, voilà, c'est ce qu'ils racontent, ils l'ont vécu. Ce dont je suis le plus fière, c'est qu'on soit 17 aujourd'hui. C'est cool, je veux dire, on commence à avoir une équipe, voilà, 17 personnes, on est en 100% télétravail, on recrute des gens dans la France entière, on les laisse où ils sont. Donc notre inbound marketeuse est à Bordeaux, notre développeuse est à Narbonne, on a une CSC qui est à Lille, on a une partie de l'équipe qui est à Marseille, une partie de l'équipe qui est à Paris. C'est un modèle qui est antérieur à la crise, on était en 100% télétravail avant la crise du Covid, et en fait on va continuer à l'être parce que je trouve que moi ça me va bien, et quand je sonde régulièrement dans l'équipe, les retours sont positifs. Ça demande de l'ajustement, ça demande du pilotage, le télétravail, en fait le management demande du boulot, en présentiel ou en distanciel. Tous ceux qui racontent que le télétravail pose un problème de management, c'est parce qu'ils ne manageaient pas en présentiel. Et ils ne l'ont pas fait en distanciel non plus. Voilà, ça demande du boulot, ça demande que les gens mettent leur caméra, qu'on voit comment ils vont. Quand vous regardez le visage de quelqu'un, vous pouvez avoir une bonne idée de comment il va. Et donc cette équipe qui fonctionne, mais bon, Audrey est là, hein, donc elle pourrait témoigner. Je suis assez fière de l'équipe qu'on a créée, qui est très à l'image de Lily, je trouve, en termes d'authenticité. Bon, eh bien, merci. En tout cas, on avait dit que ce serait sans fil. Ouais. Ça l'a été. Cash, comme tu l'es. Donc, merci. Je pense que ça a beaucoup apporté aux personnes présentes, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Et on peut prendre peut-être 2 questions. Maxi, si vous en avez. Moi, j'aime bien les chiffres. J'en ai 2 aujourd'hui en termes de chiffres. De chiffre d'affaires? Oui, 2 chiffres. J'ai dit qu'il y a 17 salariés, mais... On a 17 salariés, on a à peu près 15 000 membres, hein, qui sont les personnes qui ont accès à la plateforme, et on va finir l'année avec 300 000 € de chiffre d'affaires. Et 15 000 membres, ça représente combien d'entreprises? Alors, c'est plus compliqué, ça doit faire une dizaine de clients. Ouais, ça doit faire une dizaine de clients. On aura plus de 300 000 membres l'année prochaine avec ce qu'on a déjà signé. Et moi, j'aimerais bien mieux comprendre le business model. Donc, vous signez des partenariats avec des entreprises et vous proposez des services à leurs salariés ou non, on est une plateforme en mode SaaS. L'entreprise achète un droit d'accès pour tous ses salariés. D'accord. Et ils payent selon l'usage Non. L'entreprise achète un droit d'accès pour tous ses salariés. Nous, notre travail, c'est à la fois de créer de l'usage. Donc, on a un gros boulot d'engagement, en fait, pour faire en sorte que les gens se souviennent que la plateforme existe, qu'ils l'utilisent et qu'ils l'utilisent régulièrement. Et donc, quand on est mais on vend à des assureurs où ils payent pour le nombre d'assurés. En fait, c'est vraiment, il faut considérer que c'est une licence SaaS par personne. C'est vraiment ce fonctionnement-là. Et on considère que ceux qui ne viennent pas sur la plateforme nous donnent plus de boulot que ceux qui viennent. Donc il y a un vrai enjeu qui est de créer de l'usage et qui est une vraie partie de notre offre en fait chez Lily. Et c'est un de nos facteurs différenciants. C'est-à-dire que moi j'ai une partie de l'équipe offre qui tous les matins se demande ce qu'elle va pouvoir faire pour que les gens viennent sur la plateforme et bien en tête qu'on existe pour quand ils auront un problème. Et ça, c'est ça que vous allez utiliser, le marketing digital, pour que les gens y viennent sur votre plateforme. Oui, mais pas que digital. On fait des ateliers, on fait du présentiel. On est très figito. Quand on ouvre dans une entreprise, on fait des réunions de présentation. En fait, on veut que la plateforme soit utilisée. Voilà. Et donc, on veut pas que ça, voilà, on veut que la plateforme soit utilisée. C'est notre prérequis, et donc on fait tout ce qu'on peut imaginer. Alors, si vous saviez ce qu'ils me font faire, des fois, j'ai fait des cartes de vœux signées à la main, voilà, pour voir si ça générait plus de connexions, si ça générait de la curiosité. On utilise tous les moyens qui sont à notre disposition pour générer de l'engagement. Oui, une dernière. En tout début d'intervention, vous disiez que finalement, les plus grandes difficultés étaient différentes de vos peurs. Et du coup, les plus grandes difficultés, les 2-3 plus grandes difficultés que vous avez eues?
c'est le temps, que ça soit aussi long, j'avais jamais... Donc, si on n'est pas persévérant, il faut faire un autre métier. Bon, si vraiment j'ai retenu un truc, c'est... Et la persévérance, c'est quoi? C'est vraiment quand c'est compliqué, d'arriver à se poser, de relativiser, de faire un peu de pilates ou autre chose, et après de se dire où ça coince. Et en fait, l'entrepreneuriat, alors il y a peut-être des gens qui trouvent tout de suite l'idée qui matche le marché, ça existe sûrement. Mais sinon, je pense que pour les autres, c'est de se dire j'ai créé ma boîte et donc je vais tenir bon sur le fait que j'ai créé une boîte et je vais faire bouger jusqu'à temps que ça matche. Et donc, c'est ce côté, ce qu'on appelle l'agilité, c'est ça en fait, c'est de dire, bah voilà, j'ai un premier client qui est signé très vite, je livre la plateforme et là, le client dit, ah ouais, mais on a un problème, c'est que chez nous, en fait, c'est une boîte où ils sont très millennials. Donc en fait, ils disent, bah, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents âgés, donc il n'y a que le domicile qui les concerne. Ah bon, très bien. Donc maintenant, on a mis en place des ateliers et systématiquement, on fait les personas des salariés. Donc en fait, quand on s'installe dans une entreprise, que ce soit pour les salariés ou chez un assureur pour ses assurés, on commence par un travail de fond qui sont soit une forme de focus group des salariés ou des assurés, on fait des personas. Et donc en fait, on s'assure que ce qu'on a sur la plateforme matche avec les personas de l'entreprise qu'on vient de signer. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on ajoute des contenus. Et donc ça... Voilà, je ne l'avais pas du tout imaginé. Et en fait, et quand c'est arrivé, on aurait pu se dire, ah bah merde, les plateformes, c'est pas fait pour les boîtes de millennials. On aurait pu se dire ça. Et en fait, voilà, je pense qu'être entrepreneur, c'est dire, ok, d'accord. Donc ce que j'ai là, ça ne va pas avec ce qu'ils sont, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à ce qu'ils sont? Et donc on a fait des focus group, on est tombé sur des purs millennials qui nous ont dit non mais nous on aimerait bien nous expliquer, quand on nous explique comment on déclare ses impôts, eh ben très bien, voilà. Donc ils nous ont dit tout ce qui est première fois ça nous fait suer, eh ben voilà. Et donc on a fait toute une base de contenu sur les premières fois. Et donc c'est ça, et ça j'avais sous-estimé le fait que tu vois c'est pas fluide. Et donc, en fait, des trucs comme ça, t'en as... Alors, peut-être pas tous les jours, mais je sais pas, t'en as régulièrement. Et en fait, pour moi, ce qui fait l'entrepreneur, c'est comment tu réagis à ce truc qui se retrouve sur ton chemin et où ça se passe pas comme prévu. Et ça, j'avais sous-estimé. Moi, je pensais, tu vois, t'es organisé, t'as ton plan, t'as ton machin, t'as essayé d'être prudente sur tes objectifs de vente tout en étant réaliste, machin. Et donc, après, il n'y a plus qu'à. Et c'est beaucoup plus heurté que ça, en fait. Et c'est vrai, tous les entrepreneurs avec qui j'en parle. Ça, par contre, c'est vraiment une constante. Parce que des fois, tu dis, c'est peut-être moi. Je peux te dire, ça, je suis pas très bonne, ou voilà. Et en fait, ça ne se passe globalement pas comme prévu. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui sait réagir quand ça se passe pas comme prévu. Et bien voilà, ça sera peut-être la phrase de conclusion. Ben, merci en tout cas, bravo à toi. Merci à vous.